Voilà, merci à mes frères et sœurs africains, merci à tout le monde. Je viens encore, comme je vous ai toujours dit, qu'à chaque fois qu'il y a une actualité qui se pointe, à chaque fois qu'il y a un besoin, je passerai quand même essayer un peu de donner mon point de vue, d'essayer un peu de commenter, de placer un mot. Aujourd'hui, je reviens encore. Nous avons tous suivi la réaction de Bourg. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, le conseiller de Donald Trump, Barros. Il va faire une déclaration qui m'a tiqué, et en même moment qui est venu réconforter tout ce que j'ai toujours dit, c'est les relations internationales, juste après les guerres. Vous devez comprendre que à chaque guerre, il devrait avoir toujours un plan. À chaque guerre, il devrait avoir toujours une réponse pour voir à la mesure du possible comment gérer la situation après-guerre. Je parle de deux guerres. Nous avons eu la première guerre mondiale et finalement nous avons eu la deuxième guerre mondiale. Donc à chaque guerre, juste après, il y a toujours des plans. Sauf que nous, en République du Congo, jusque-là, nous ne savons pas encore quel est le plan qui sera mis en place. Or, il appartient aux intellectuels congolais, d'une manière générale, si on pouvait aussi être appuyé par des Africains, de nous aider déjà parce qu'on devrait après parler de la paix. Puisqu'après la guerre, il y a toujours une période qui vient, une période d'accalmie. Et après cette période d'accalmie, nous avons la paix bien après. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réalité qui est tirée par la déclaration de Barros, le conseiller de Donald Trump, qui était le premier en descendre à République du Congo, a rencontré Félix Tshisekedi et finalement rencontré Paul Kagame et certains dirigeants de la sous-région. Il va dire qu'il va se tenir en France le 25 juillet une conférence internationale humanitaire. Je vous rappelle le contexte de ces conférences. Nous avons vu aussi tenir en Europe une conférence humanitaire concernant l'Ukraine, dans laquelle tous les dirigeants vont se réunir pour réfléchir, mais du moins du point de vue humanitaire, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait apporter, parce qu'il faut toujours apporter. Et aussi, il y avait des conférences telles aux conférences organisées aussi pour Gaza, pour la Palestine. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'on puisse parler de cette conférence pour la République du Congo et nous soutenons. Nous disons ça va, il faudrait peut-être aussi qu'on nous place déjà des mots pour permettre à ce que les gens soient déjà motivés. Voilà, alors, Barros va dire qu'ils vont soutenir aussi cette conférence parce que pour eux, tous les processus pouvant amener à la paix en République du Congo, dans l'Est, ils sont pour, ils vont soutenir, ils ont parlé de plusieurs processus, ils ont parlé de Nairobi, de Luanda, de l'Union africaine, et aussi ils ont parlé de tout ce navette diplomatique de Olusegun Obasanjo, de ces va-et-vient de Olusegun Obasanjo, tout ça c'est pour aider la paix et pour que nous puissions trouver un compromis. Les États-Unis aujourd'hui se disent prêts, n'est-ce pas, à accompagner. Parce qu'au départ, on avait l'impression, c'est comme si les États-Unis avaient une baguette magique pouvant finir les guerres, rien que par des coups de fil. Mais on s'est rendu plus compte que la guerre, on peut la commencer, on sait, mais la finir, c'est difficile de savoir quand est-ce que ça peut finir. Alors aujourd'hui, je viens pour vous donner l'aperçu, vous dire ce qui est à comprendre. Les étudiants que j'ai eu à encadrer, parce que moi j'ai donné les cours de droit économique et les cours de la législation en matière économique. Dans ces cours, il faudrait donner plus aux étudiants d'abord l'historique du commerce, leur dire quels sont les enjeux de la politique internationale pour permettre à ce que nous puissions comprendre aujourd'hui ce que nous sommes et où nous sommes. C'était important pour nous d'encadrer les étudiants dans ce sens. D'abord, faire comprendre aux étudiants d'où nous venons, qu'est-ce que nous y étions, avant de devenir un État. L'Afrique était dirigée par les Africains, occupée par les Africains. Il était question que les Européens viennent. Là, nous avons parlé de la pénétration européenne. Ils sont venus, semble-t-il, nous découvrir. Or, nous étions déjà là. Donc, c'est nous qui les avons découverts. Mais ils disent qu'ils sont venus nous découvrir.
Et finalement, ils ont même dit qu'ils sont venus nous civiliser, parce que pour eux, notre style de vie n'était pas loin des animaux. Je le dis non par rancune, mais c'est par histoire. Pour eux, parce que quand vous venez civiliser, humaniser même les gens, donc c'est-à-dire leur façon de vivre. Or, nous, on ne se plaignait pas. Nos ancêtres ne se plaignaient pas. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ça s'est passé. J'ai posé la question une fois pour dire, est-ce que nos ancêtres ont connu des césariennes, des cas de césariennes? Est-ce que nos ancêtres ont-ils été vaccinés? Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de vaccins. Ça s'est passé comment? Est-ce que nos ancêtres ont-ils pris des médicaments à base chimique? Et c'était les arbres. Je suis au village, j'ai de la fièvre. Ma grand-mère entre dans la forêt, il rentre, il me couvre. Il me met sous l'eau bouillante avec des feuilles. Et finalement, je sors. La fièvre est partie. Les mêmes jours, juste après avoir sorti, la fièvre est partie. Et je me pose la question, tous ces arbres-là, toutes les herbes-là, nous l'avons peut-être brûlé ou soit peut-être coupé. Donc voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours savoir l'histoire, connaître ce qui s'est passé. Alors, juste après la Première Guerre mondiale, il y a eu une démarche. C'était les traités de Versailles. Et dans ces traités de Versailles, il faudrait voir dans la mesure du possible comment créer ce que nous appelons la société, ce que nous avons appelé la Société des Nations. Alors, quand ils ont créé la Société des Nations, les États-Unis d'Amérique, parce que je parle des États-Unis d'Amérique, n'ont pas voulu adhérer. Pourquoi n'ont-ils pas voulu adhérer dans ces traités? C'est parce que nous étions en 1919. À cette époque, les États-Unis prônaient plus la doctrine de Monroe. Monroe, c'est-à-dire cette doctrine qui voulait de First, American First. Donc, pour parler d'autres coins du monde, s'intéresser à d'autres coins du monde, pour eux, ça ne passait pas. C'est impossible. Donc, c'est presque la même politique que nous vivons aujourd'hui. American First. D'abord États-Unis, après juste les États-Unis et à la fin, c'est les États-Unis. Donc, à cette époque, ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas, entrer dans ces lots des traités de Versailles. Or, c'était dans les traités de Versailles qu'ils vont créer la Société des Nations. C'est en 1919. Et en 1919, c'est à cette époque-là qu'ils vont élaborer une grande convention qui nous lie jusqu'aujourd'hui. Et cette convention était venue justement pour remplacer la conférence de Berlin. Parlons de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, c'est une conférence qui avait réuni toutes les grandes puissances, mais à l'exception des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, les États-Unis d'Amérique n'étaient pas encore une puissance. Mais du moins, il y était invité comme observateur. Les États-Unis vont signer cet accord comme un simple observateur. Pourquoi? C'est parce que les États-Unis n'étaient pas une puissance coloniale. Les États-Unis n'ont pas colonisé en Afrique, parce que d'ailleurs eux-mêmes étaient colonisés. Et les États-Unis sont venus signer comme des simples. C'était d'ailleurs un chargé d'affaires qui s'est présenté comme délégué des États-Unis, parce que pour eux, les effets de cette convention pouvaient bien profiter à eux. Ok, ça profite à eux parce que c'était dans la logique de la liberté de commerce. Or, comme ils voulaient aussi commercer, voilà pourquoi ils sont venus comme observateurs, comme des simples observateurs. Là, c'est au niveau de la conférence de Berlin. Et finalement, avec la conférence de Berlin, nous avons connu des chutes. Léopold ne pouvait plus résister suite aux pressions, suite aux dettes. Il va finalement transférer le pouvoir à la Belgique. La Belgique, en 1908, va récupérer le Congo, les colonies, c'est-à-dire la colonie congolaise, en 1908. Et finalement, en 1908, quand la Belgique va récupérer la République du Congo, nous avons connu la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, c'était en 1918. Hein, c'est ça, non? C'est pas 18. Et juste après ça, il faudrait créer maintenant un cadre juridique pouvant permettre à ce que toutes les grandes puissances puissent savoir dans la mesure du possible comment gérer d'abord les anciennes colonies occupées jadis
par le vaincu, c'est-à-dire l'Allemagne, voir dans la mesure du possible comment aussi régler directement les problèmes qui se posaient au niveau du bassin du fleuve Congo. Parce qu'en ce qui concernait le bassin du fleuve Congo, c'est lui qui surveillait la mer et ses affluents, c'est celui qui a la force. C'est aujourd'hui, je peux vous dire que c'est lui qui va surveiller la République du Congo. Bien. Si les Congolais géraient leur propre pays, les Congolais, la RDC, deviendra la plus grande puissance du monde. Et pour extrapoler, pour vous faire mal, vous les intellectuels congolais, c'est lui qui va manipuler la République du Congo, maîtriser la République du Congo. S'il est il est une puissance, celui-là va devenir encore le plus grand. Pourquoi? Même Albert Einstein, les grands scientifiques, va dire il faut surveiller la République du Congo. Parce que nous avons des matières, c'est lui qui va détenir ces matières, c'est lui qui va diriger le monde. Là, le savant Albert Einstein va dire à son président, il y a la lettre qui existe, et cette lettre qui confirme que la République du Congo, c'est un pays à surveiller. Alors, comme la conférence de Berlin avait échoué, ça c'est l'histoire. Je parle de l'histoire, ce que j'ai toujours dit à mes étudiants quand je leur enseignais le cours de la législation en matière économique que les grands professeurs m'avaient confié. Je cite le docteur Jean-Michel Kumbu Kingimbi, qui m'a fait confiance et qui m'a demandé à ce que je puisse encadrer les gens de mon territoire. Je cite les gens de Mwanda. Quand je passais, j'ai fait au moins 8 ans, 9 ans en train d'enseigner les mêmes cours, et c'est ce que je partageais avec mes étudiants. Et mes étudiants vont toujours se souvenir, j'insistais sur la conférence de Saint-Germain-Aye, en Aye, c'était en 1919. Et cette conférence avait réuni toutes les grandes puissances juste après la Première Guerre mondiale. Et par rapport à cette conférence, qu'ils ont eu l'idée, par rapport au traité de Versailles, de voir dans la mesure du possible comment créer la Société des Nations. Et la Société des Nations n'est rien d'autre que l'ancêtre de l'ONU que nous avons aujourd'hui. Or, à cette époque, j'insiste, les États-Unis étaient déjà là, mais n'ont pas été signataires de la création des Sociétés des Nations. Pourquoi? Pour les Américains, ils ne pouvaient pas s'occuper de problèmes de hors États-Unis. C'est-à-dire les problèmes concernant autres territoires, pour les Américains, ce n'est pas leur problème. C'est en 1919. Ils n'ont pas été signataires. Alors, je disais que l'objectif principal de la Convention, c'était plus programmer que les ressources naturelles du bassin du fleuve Congo et le fleuve affluent, ses affluents et les terres devraient bénéficier à tous d'une manière équitable. C'est qu'on parle de la navigabilité du bassin du fleuve Congo. C'est-à-dire, toute puissance pouvait venir. Et j'ai même informé à mes étudiants pour leur dire que même le Portugal pouvait réclamer, parce qu'à ce moment-là, ils ont même créé un droit de découverte. Comme c'était Diego Cao qui avait découvert l'embouchure du fleuve Congo, donc en ce moment-là, Portugal pouvait crier pour dire que c'était mon sujet qui avait découvert. C'est grâce à nous, Portugal, que vous avez découvert le bassin du fleuve. Alors pour remettre l'ordre, ils ont signé cet accord de Saint-Germain. Voilà les statuts de la République du Congo. Donc ça dit, Congo n'appartenait plus aux Congolais de 1885. Vous allez me poser la question pourquoi? C'est parce que pour qu'un État existe, cet État devrait avoir une institution, des institutions, devait avoir un territoire limité et aussi devait avoir une population. Or, en ce qui concerne une institution, avant 1885, le Congo avait un territoire, avait une population, mais le Congo n'avait pas une institution. Et c'est le roi Léopold II qui va s'improviser et aussi être reconnu comme tel, comme souverain et aussi comme dirigeant, patron propriétaire de la République du Congo. Et il était question que dans cette conférence, qu'on puisse reconnaître cette réalité pour qu'il y ait l'existence de l'État, pour qu'il y ait réunion de 3 éléments qui créent un État. Et donc, c'est-à-dire, c'était en 1885 que notre territoire était connu,
Et c'était en 1985 que les peuples qui y habitaient sont devenus des sujets d'un roi qui était le roi Léopold II. Et le roi, je viens de vous dire, était obligé de céder. Quand il avait cédé, Belgique l'avait prise. Et quand la Belgique a géré jusqu'en 1960, nous avons demandé l'indépendance. Mais le vrai problème de l'indépendance, c'est quoi? On peut vous donner l'indépendance, mais on vous coupe le progrès économique pour que vous ne puissiez pas avoir la possibilité d'avancer. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'il devrait y avoir des conférences, des tables rondes. Il devrait y avoir une table ronde politique dans laquelle nous avons obtenu le jour de l'indépendance le 30 juin. Mais juste après le 30 juin, soit le 17 juillet, il devrait se tenir une table ronde économique. C'était là où la République du Congo devrait venir assister pour permettre à ce que nous puissions savoir exactement, qu'on fasse ce que nous avons toujours appelé la remise des prises avec la Belgique. Savoir l'actif et le passif, savoir qu'est-ce que nous avons comme réserve en or, parce que la RDC avait contribué. La première guerre mondiale, nous avons contribué, et la deuxième guerre mondiale, nous avons contribué. Maintenant, comme nous accédons à notre souveraineté, il était question que nous puissions faire cette remise des prises. C'était prévu le 17 juillet, mais nous avons saboté parce que nous étions tellement préoccupés de notre indépendance politique qu'on devrait danser, continuer à danser indépendance tcha-tcha avec nos bouteilles de prémices et Skol. Voilà ce que nous avons fait juste après. Or, on devrait y aller pour permettre à ce que nous puissions définir un cadre et aussi voir dans la mesure du possible comment récupérer la reprise, comment avoir la reprise pour diriger. C'est là où nous avons fauché. Donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les États-Unis, perdant en 1885, parce qu'ils étaient tellement bloqués, pour eux, les États-Unis d'abord, et aussi il y avait des courants même qui encouragés par la colonisation. Pour eux, la colonisation était esclavagisme. Or, eux, ils ont déjà aboli l'esclavagisme. Donc, pour eux, coloniser un État, c'était vraiment pas normal. Or, ils sont quand même venus pour assister, pour bénéficier des effets économiques qui pouvaient produire la Convention de Saint-Germain, la Convention d'abord de Berlin. Et à ce qui concerne la Convention de Saint-Germain, je viens de vous dire qu'ils n'étaient pas encouragés parce que pour eux, entrer, voir comment vous allez gérer un État des colonies et surtout qu'ils n'avaient pas une colonie, donc ils n'ont pas donné l'importance d'aller être signataires dans cet accord. C'est ainsi à mes étudiants, je leur disais toujours qu'aucune puissance ne peut diriger ce monde, s'occuper de la République du Congo, parce que nous avons un statut particulier. Nous n'étions pas un État comme tout État, nous étions un État créé par un compromis. Et il était question qu'aujourd'hui, nous les Congolais, nous puissions réfléchir comment est-ce que nous allons faire, nous tous, voir dans la mesure du possible comment nous pouvons quitter ces statuts et que nous soyons réellement libres et aussi être libérés. C'est ainsi que j'ai répondu à une question la fois passée, 65 ans de l'indépendance, est-ce que nous le sommes? Nous ne sommes pas encore indépendants à partir du moment où nous avons un statut spécifique et ces statuts spécifiques devraient être discutés, nous devons renoncer, dire que oui, vous avez signé les accords en 1985, nous n'étions pas là. Et en 1919, non plus, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas membres, nous n'étions pas partie prenante. Aujourd'hui, après 1960, il est important que nous puissions reparler. Or, ça aurait été mis en 1960, le 17 juillet 1960, que nous puissions être dans cette table ronde économique. C'est là où on devrait poser des jalons pour dire que voilà ce que nous voulons. Donnez-nous l'actif, donnez-nous les passifs, comme ça nous devons gérer nous-mêmes. Or, nous sommes seulement allés prendre l'indépendance des facettes, c'est-à-dire on a seulement donné des façades plutôt, on a seulement donné l'impression d'être indépendants, mais nous ne le sommes pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Américains reviennent. Ils ont compris que s'il faut suivre la voie qui est déjà tracée, cette voie de multilatéralisme pacifique qui a toujours géré les accords entre les grandes puissances, vous allez remarquer à un certain moment, il y a certaines zones que les Européens occupent que les Américains n'entrent pas. Dans certains coins, vous sentez la présence européenne, mais vous ne sentirez pas la présence américaine. Non, vous ne sentirez pas. Alors j'étais un peu scandalisé, pas scandalisé, surpris. Quand je suis arrivé ici en France, nous avons été reçus au niveau de l'Élysée.
par les conseillers de Macron, que je salue. La dame est très très intelligente, elle est d'origine sénégalaise, très intelligente cette dame. Nous avons échangé avec plusieurs conseillers qui étaient dans la salle, et juste après aussi nous avons échangé dans les couloirs. J'avais posé une question pour dire que mais pourquoi est-ce que vous laissez les Américains vous dépasser, vous risquerez d'être effacés en Afrique. Il me pose la question, mais pourquoi vous posez cette question que nous serons effacés en Afrique? Je dis que la façon dont je vois Trump venir, c'est un peu différent avec tous les présidents avant, les présidents américains avant. Ils avaient un peu de retenue. Et aussi, vous aviez des cadres de concertation. Et à un certain moment, je disais toujours à ceux-là avec qui on partageait, dans les relations internationales, il y a ces schémas de pyramides. C'est ce que j'ai toujours, ces schémas pyramidal. C'est-à-dire, on donne l'impression de se disloquer en bas, à la base. Ils donnent l'impression comme s'ils ne sont pas ensemble. Là, voilà, la ligne est là. Ils donnent l'impression comme s'ils ne sont pas ensemble. Mais en remontant, ils vont commencer juste à se rapprocher, jusqu'à se croiser à un coin. C'est ça la forme de pyramide. C'est ce que j'ai compris. Et voilà pourquoi j'ai dit j'étais étonné. Étonné comment? Quand ils vont me dire, quand toi tu évoques les corridors de Lobito, parce que j'ai vu Joe Biden, lui seul, en précipitation, aller en Angola, insister que la RDC soit là. Il a même voulu à ce que Rwanda aussi soit là. Mais Rwanda a boudé. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que Joe Biden va se précipiter pour aller résoudre ces problèmes. Or, ces problèmes pouvaient bien être réglés par les Africains, peut-être en collaboration avec vous les Européens, parce que c'est vous avec nous. C'est comme on a toujours dit, tant mieux négocier, vivre avec les démons que vous connaissez, parce que l'Europe c'est comme notre démon. Nous connaissons notre démon, que de vivre avec un ange dont vous ne connaissez pas. Donc pour moi, je construis les États-Unis comme un ange, oui, que je ne maîtrisais pas. Ils vont me dire, non, soyez calme. Le projet du corridor de Lobito, ce n'est pas les Américains qui soutiennent 100%. Ils ne sont que là, c'est parce que nous avons des accords. Dans certains coins, s'il y a un intérêt américain qui doit être mis en exergue, nous, on vient en appui. Et quand nous venons en appui, les États-Unis nous demandent de soutenir. C'est là où je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai rien compris. Mais je dis, moi, j'ai écouté. Et quand Biden est parti, Trump vient. Mais alors, quand Trump va venir, il va commencer d'abord à outrepasser tous les accords signés par les Américains. Suppression de ICI 2, l'aide accordée aux pays pauvres, et tout ça, Trump va dire jamais. Il va commencer même à menacer OMS, Organisation mondiale de santé. Il dit que nous allons quitter. Il va commencer à mettre en cause même la Cour pénale internationale, parce que pour lui, la Cour ne devrait pas établir un mandat d'arrêt contre Netanyahou, son fils. Voilà, son protégé. Trump va venir. Et puis voilà, il va commencer à mettre du bâton dans les roues des Européens. Il va commencer à prendre des initiatives. C'est dans ces cadres que Donald Trump était approché, parce que j'ai dit, il y a un ami qui va m'appeler pour me dire que Loulou, nous voulons plus te voir dans cette casquette scientifique que dans cette casquette politique où tu es en train de critiquer les chefs de l'État. J'ai dit oui, mais dans tout ce que nous faisons, c'est dans cette approche historique, c'est là où on va puiser des réponses que nous allons résoudre aujourd'hui. Parce que quand nous avons appris à l'école l'histoire, c'est l'étude des événements passés, et l'objectif, c'est de connaître les passés pour bien vivre les présents et pour prévenir tout ce qui nous a surpris dans le passé ne puisse pas revenir. C'est ça l'objectif de l'histoire. Donc, quand je vais commencer à vous dire, voilà ce qui s'est passé, et voilà comment est-ce qu'ils ont trouvé la solution, voilà comment est-ce que nous devons faire aujourd'hui, ça va paraître comme des critiques, parce que vous n'allez pas faire comme nous avons insisté de dire par rapport à l'expérience du passé. Or, nous, si nous venons ici au présent vous dire, voilà comment est-ce que vous devrez vous comporter,
Non parce que nous avons été en 1885, non parce que nous avons été en 1919, non, je n'étais pas là, mais nous avons étudié, nous avons fait des recherches, nous avons compris, voilà ce qui s'est passé en 1885, voilà nos faiblesses, voilà ce qui s'est passé en 1919 plutôt, voilà nos faiblesses, et voilà ce qui s'est passé en 1960. En 1960, certes, il n'y avait pas des intellectuels, plus beaucoup des intellectuels qui étaient à côté au bout du doigt, mais du moins, ils étaient tellement sages, c'est la raison même pour laquelle nous avons facilement eu la date du 30 juin. Parce qu'en réalité, c'était difficile si nous étions en 1960, actuels, les élites actuelles. Je ne pense pas que nous aurions eu l'indépendance. Moi, je ne pense pas. Et il y a même un qui était incarcéré. Lumumba était incarcéré. Mais les adversaires farouches de Lumumba ont exigé la présence de Lumumba pour trouver la solution de l'indépendance. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, adversaire de Félix Tshisekedi, je suis ici en France. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici, mais du moins j'ai fouillé. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, Tshisekedi ne supporte pas, ses services non plus ne supportent pas, ses fanatiques ne supportent pas. Il y a ici les gens qui m'insultent et il y a les services qui me cherchent. Je ne sais pas. Mais hier, en 1960, je rappelle toujours, je suis dans le cadre de commenter 65 ans après, en 1960, les politiciens congolais, nos vieux, nos ancêtres, étaient aussi divergents dans certains points. Lumumba emprisonné, mais les autres sont allés en Belgique. Au lieu de négocier pour eux, ils ont négocié pour la RDC. Ils ont exigé la présence de Lumumba qui était leur adversaire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les niveaux et la maturité. Donc aujourd'hui aussi, nous disons que voilà ce qui s'est passé en 1919. C'était les grandes puissances. Les Congolais n'y étaient pas. Nous n'étions pas dans cette conférence. Donc on peut aujourd'hui renoncer à l'accord. Plutôt, on peut aujourd'hui renoncer à la convention de Saint-Germain, et plutôt à la convention de Berlin. Dites que tout ce que vous avez signé comme engagement en 1985, du moment où il y a un élément important qui manque, c'est-à-dire la présence du concerné, nous disons tout simplement que nous renonçons. En 1985, nous renonçons. C'est l'histoire. Nous voulons rectifier cette histoire pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes contre ça. Parce qu'on ne peut pas trancher sur moi, je ne suis pas là. Toute réunion parlant de moi sans moi, c'est contre moi. Donc en 1885, vous avez parlé de vos intérêts. En 1919, lisez bien la convention de Saint-Germain. Il n'y a rien d'intéressant pour la République, c'est-à-dire pour les habitants de la République du Congo. Vous parliez de la RDC en 1985, vous parliez de la RDC en 1900. C'est comme si la RDC était vide, il n'y avait personne à l'intérieur, ou soit comme s'il y avait des animaux. C'est là où on doit commencer à réfléchir, pour dire qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi va t'amener aux États-Unis, affaibli. Donc Félix Tshisekedi, je peux dire que nous pouvons contester cet accord et nous pouvons dire clairement que notre compatriote Félix Tshisekedi est venu signer avec vous dans un état mental réduit. Parce qu'il était stressé, il était pressé, raison pour laquelle il était obligé de signer. Donc nous ne disons pas qu'il y avait réellement consentement, il y a habit de consentement. Vous lui dites, nous allons vous amener la paix, mais vous signez. C'est comme ça aussi sont allés dire à Chakajoulou, nous allons te donner les miroirs et les savons, nous voulons prendre ces terres. Voilà. C'est la même approche. Donc, la différence en 1885, en 1919, nous n'étions pas là. Ils ont décidé sur notre sort. C'est ce que nous vivons comme conséquence aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025, curieusement, on va prendre seulement une seule personne avec une bande pour aller parler de la République du Congo et prendre des engagements. Alors, comme ces engagements violent d'abord leurs propres conventions et leurs propres principes, nous allons profiter. Comme les engagements qui viennent soutenir un frère contre un frère, ils soutiennent les Rwandais contre nous, et ils nous disent, finalement après, que c'est le Rwanda qui est un bon élève de la démocratie, pendant que nous savons nos frères rwandais souffrent là-bas. Donc, ça, c'est déjà un déséquilibre. Et eux-mêmes, ils vont nous produire un rapport dans lequel ils vont dire que non, les Rwandais, c'est les Rwandais qui agressent la République du Congo. Pendant que dans l'accord signé, il y a déjà un élément de mauvaise foi, il y a un dol qu'on pouvait peut-être récupérer pour dire que
le Rwanda apparaît comme une victime, or c'est le Rwanda l'agresseur. Donc moi je pense que cet accord ne devait même pas être évoqué, même pas être respecté. Nous ne sommes pas liés à respecter l'accord si l'autre partie ne les respecte pas. Rwanda ne respecte pas les accords. D'abord, il a menti. Or, en ce qui concerne les conventions, il faut être sincère, la sincérité, la loyauté, l'honnêteté. Et aujourd'hui, le rapport va dire que mars-avril, jusqu'à mois d'avril, il y avait 6000 soldats rwandais qui vont accompagner les rebelles AFC M23. Nos compatriotes, je ne peux pas les nier parce qu'ils sont rebelles. Écoutez, moi je ne suis pas comme ça, j'accepte tout le monde et puis voir à la mesure du possible comment peut-être donner l'orientation, soit les conseils après. C'est nos confrères, nos collègues plutôt, nos compatriotes. Mais ils étaient aidés par la force rwandaise, 6000 hommes, et ils sont rentrés, il y a maintenant 1500 qui sont restés. C'est ce qu'on appelle l'agression. Et c'est ce que l'agression que Paul Kagame dénomme comme étant des mesures de défense. Donc, je ne sais pas, un nouveau concept, l'agression veut dire mesure de défense. Comme quoi, la bonne défense serait une bonne attaque. Or, nous n'attaquons pas Rwanda. Mais du moins, Rwanda estime qu'il y a des éléments qui sont chez nous, qui constituent un danger pour lui. Maintenant, nous lui posons la question. Ces éléments créent réellement les dangers pour vous en tuant les Rwandais? Non, pas seulement ça, mais ils peuvent venir tuer les Rwandais. Parce que vous avez toujours cet esprit de croire que les génocides de 1994, que nous regrettons bien entendu, peut encore se reproduire aujourd'hui. Voilà votre crainte justifiée, tant mieux. Mais est-ce que tenez-vous compte aussi de ce que nous vivons comme problème? Parce que ceux qui meurent là-bas, ce ne sont pas les Rwandais, mais ce sont des Congolais. Est-ce que vous tenez compte de ça? Pourquoi devriez-vous être hier victime, aujourd'hui vous devenez des bourreaux? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Voilà les premiers problèmes qu'il faudrait répondre. Donc, ici, la convention de Saint-Germain-en-Laye avait prévu une approche multilatéralisme, une approche pacifiste, n'est-ce pas, pour trouver des compromis. Ces approches, en principe, ont été bien contactées avec les grandes puissances qui n'ont pas tenu compte des sujets concernés, c'est-à-dire les peuples congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais est tellement avancé en sciences, même dans les négociations, il était important, si possible, que vous puissiez associer les Congolais, pas associer un Congolais affaibli, assoiffé du pouvoir, avec sa boulimie du pouvoir, mais plutôt des Congolais réunis. Aujourd'hui, les Congolais ont des institutions démocratiquement élues, qui est le Parlement. Je peux encore comprendre que vous puissiez faire cette approche avec le Parlement. Ce serait une façon de légaliser la forme pour permettre à ce que nous n'ayons pas de quoi vous reprocher. Parce qu'on peut dire, on peut critiquer, mais si c'est bien fait, on va avoir des reculs pour dire que, bon, écoutez, il a quand même respecté la procédure de la Constitution. Mais ici, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi va venir seul. Or, la Constitution, dans son titre 5, parlant des traités, les accords, il y a une procédure à suivre. Aujourd'hui, Félix vient seul avec un élément tiré dans le pouvoir, en fait, un élément tiré dans l'institution gouvernement, qui n'est même pas le chef du gouvernement. C'est elle qui va aller signer au nom de la République. On pose la question au gouvernement, est-ce que vous avez signé? Ils n'ont jamais discuté de cet accord, même au niveau des conseils des ministres, parce que les conseils des ministres communiquent toujours. Ils n'ont jamais discuté. Et tous s'accordent à dire que c'est une bonne approche, c'est-à-dire c'est un bon contrat qu'ils n'ont pas encore lu. Or, pour nous ne disons pas que c'est un bon contrat parce que des clauses qui s'y trouvent sont mauvaises. Non, nous n'avons pas dit ça au départ. Mais plutôt, nous avons dit que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous avez violé la forme. Les fonds, non. Mais nos compatriotes, nos collègues qui sont déjà au pouvoir, pourraient dire que forme et fond, c'est bon. Mais à la question, est-ce que vous l'avez lu? Ils disent non. Nous attendons qu'ils signent et nous allons. Et juste après, nous avons la version, nous avons lu et vous avez compris que Rwanda aujourd'hui est innocent. Paul Kagame est innocent. Pourquoi? Parce qu'il est innocenté par cet accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction. Pendant que l'ONU nous dit autre chose. Et aussi cet accord
nous présente Paul Kagame comme innocent. Donc vous allez comprendre que les États-Unis, c'est depuis longtemps, depuis 1919, ils n'ont jamais accepté d'être ensemble pour décider pour ce monde. Et aujourd'hui, on ne s'étonne pas non plus de voir cette approche unilatéraliste en train de faire des accords, et lesquels accords il les fait moyennant une pression. Et après avoir fait la pression sur Félix Tshisekedi, il va ajouter pour dire celui qui va violer aura des conséquences. Voilà ce que je pouvais avoir comme parlant de l'accord, la convention de Saint-Germain de 1919. Cet accord a signé avec les grandes puissances. Ils n'ont pas tenu compte de toi et moi, Congolais. Et aussi, parlant de la conférence de 1885, non plus ils ont tenu compte de toi et moi. Et d'ailleurs, même en 1960, le Sénat belge aussi avait élaboré ce que nous appelons la loi fondamentale. Dans un article, je crois peut-être article 20, entre 21 ou bien 23, j'ai lu cet article, ça fait longtemps, où on va glisser un bémol en disant le président peut révoquer le Premier ministre. Or, nous savons que une institution, des institutions qui ont la même source de pouvoir, l'une ne peut pas révoquer l'autre. Parce que vous venez, vous tous, vous avez tous la même source. Si un président a été élu par le Congrès, et que le Premier ministre aussi a été élu par le Congrès, ça aurait été mieux que seul le Congrès puisse élire et puisse révoquer par ce principe que nous avons étudié de parallélisme des formes et des compétences. Merci beaucoup à mes étudiants. Je me suis plus adressé à vous qui êtes mes étudiants. Et aussi merci à ceux qui veulent bien nous suivre. À un certain moment, ils m'ont demandé à chaque fois d'approche pédagogique. Mais vous allez remarquer, même si je vais faire toujours des approches pédagogiques, je vais toujours continuer à égratigner un peu le régime parce que nous avons étudié l'histoire pour bien gérer les présents et pour prévenir, n'est-ce pas, le futur. Merci à vous tous. Abonnez-vous. Je voudrais vous voir vraiment dans ma chaîne. Abonnez-vous, aimez mes vidéos et au besoin partagez-les. Merci et puis à suivre. Allez, vous êtes là. Merci.